Bonsoir à toutes et à tous. Il n'a plus peur de faire des accros à son costume de gentil garçon. Bruno Le Maire muscle son discours, un programme de mesures choc où il cible les adversaires de la réforme. Selon lui, les politiques, l'administration et les syndicats. Il ne veut pas apaiser, mais accélérer. Le candidat à la primaire à droite a bien compris que le thème du renouveau ne suffit plus. Il va lui falloir convaincre qu'il a des idées et une méthode. Il sera confronté à la parole de nos témoins, de nos experts et à vos questions par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique. Portrait signé Marie-Laurent et Arnaud Fora. C'est Politique, c'est parti. Allez, on y va, ça va? Bruno Le Maire s'élance dans l'arène politique. Bonjour à tous. Au milieu de ses sympathisants. Décontracté. Ah, le renouveau, c'est Bruno. Ça, c'est bien. Je te refais un bisou. BLM tombe la veste. Pourquoi je devrais voter pour vous? Voilà une question qui est directe. J'apprécie votre style participatif. Ça, c'est vrai que vous êtes le seul à faire ça aujourd'hui dans la classe politique. Et je porterai ce changement. Je porterai ce mouvement. Dans la course aux primaires, il en oublierait presque les sondages, le troisième homme, qui n'est plus que quatrième. Il n'y a pas à se consoler de quoi que ce soit. Vous savez, moi, je vois le mouvement qui se crée sur le terrain. C'est beaucoup plus sérieux que n'importe quel sondage. Ah non, mais ça va aller extrêmement vite, vous allez voir, extrêmement vite. Il croit en sa bonne étoile, comme une intuition. L'outsider déterminé à surprendre, l'ancien ministre libéré de ses servitudes passées. La loyauté, elle a un temps qui est celui du gouvernement, du service du pays, sous l'autorité du président de la République. Ensuite, on gagne sa liberté par l'élection. J'ai gagné ma liberté et elle n'est pas négociable. Courir la France, il adore ça. Se défaire de ses trop bonnes manières, de son image de droite bourgeoise, comme ici, entouré d'élus alsaciens. Rien de tel qu'une bonne choucroute pour détendre l'atmosphère. Allez-y, parce qu'une fois que la choucroute sera arrivée, il y a quand même une discrimination fondamentale, c'est que vous avez tous une bière. Moi, j'ai rien. Un sourire de jeune premier qui lui permet de tout faire passer, lui qui veut pourtant réduire le nombre d'élus et leur interdire le cumul des mandats. D'abord, j'espère que vous souhaitez que je gagne les primaires. Je pense que la primaire, c'est pas un combat de gladiateurs. On n'est pas là pour se taper le voisin, pour égorger les concurrents. La primaire, c'est beaucoup plus une compétition sportive que le meilleur gagne. Et ça tombe bien. L'ancien ministre de l'Agriculture est marathonien. Mais il sait aussi reprendre des forces. Dès qu'il s'agit de bouffer et de boire, je ne suis pas le dernier. Écoutez, c'est bien. Une campagne à l'ancienne, à la conquête des terroirs qui rappelle furieusement un certain Jacques Chirac. Depuis 2012, plus de 350 déplacements au compteur, même si à 46 ans, BLM veut avant tout incarner le renouveau. Aux rêves et aux vignerons indépendants. C'est un vin qui se boit plutôt jeune. Je vous sens venir avec vos questions, donc je ne réponds pas. Retour à Paris. C'est dans l'un des plus beaux arrondissements de la capitale que cette ancienne narque a établi son quartier général. Vous verrez uniquement les questions que moi je vous sélectionne. Mais quand est-ce que je lance? Ambiance start-up à l'américaine. Bonsoir à tous. À l'assaut des réseaux sociaux. Pour un nouvel exercice. Arthur me demande un footing ensemble. Bien écoutez, si j'ai bien mon agenda en tête, ça devrait être possible samedi matin. André me demande ce qui me différencie des autres candidats à la primaire. Une campagne high-tech, moderne, incontournable. Mais Bruno Le Maire, visiblement, semble un peu moins à l'aise. Ni Premier ministre. Honnêtement, c'est plus facile dans une salle parce qu'on voit les gens. Et moi, j'aime bien voir les gens en face de moi, pour voir sur leur visage la réaction. C'est quelque chose de plus charnel, de plus vivant et donc de plus authentique. Alors c'est excellent, hein. C'est tuant.
Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Karine Roux. Pour vous interroger ce soir à mes côtés, des témoins et des experts. Natacha Pommet, elle est fonctionnaire, elle tentera de vous convaincre que la fonction publique territoriale ne peut pas être rayée d'un trait de plume comme vous le souhaitez. Gilles Delabarre, il est à la tête d'une association qui accompagne les demandeurs d'emploi. Il a étudié vos propositions sur l'emploi avec son œil d'homme de terrain. Jean-François Colosimo, historien des religions, éditeur et essayiste, il vous interrogera sur l'islam politique. Enfin, Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur à l'Institut Pollingvox, il fera l'état des lieux de vos forces et de vos faiblesses. Bon, elle se passe pas mal cette campagne, on voit qu'il faut avoir un bon coup de fourchette, de l'estomac. C'est ça, juste la campagne en ce moment? La campagne, c'est un moment de plaisir? Ah oui, c'est un moment de plaisir. Je suis allé à la rencontre des gens. Et puis rien de mieux pour rencontrer les gens que de partager un repas avec eux, je vous le confirme. Alors, si l'on en croit les sondages, Bruno Le Maire, vous avez été un éphémère troisième homme dans cette campagne des primaires. Est-ce à dire que l'instant Le Maire est passé? Ça n'a aucune importance, puisque l'objectif, c'est pas d'être troisième homme, c'est de gagner la primaire. Donc on peut être troisième, quatrième, deuxième, les sondages, ça va, ça vient. Le tout, c'est de garder son cap et puis de gagner le 27 novembre prochain. Alors vous dites garder son cap, c'est intéressant parce que dans cette campagne, on a une drôle d'impression. On a l'impression, au fond, qu'au contact des militants, les Républicains, vous avez un peu changé le logiciel, vous durcissez votre discours. Est-ce que vous vous retrouvez ou est-ce que vous vous perdez ? Je ne pense pas du tout que je durcisse mon discours. Ça fait plusieurs années qu'on me dit « tiens, vous vous droitisez ». Et d'ailleurs, je crois que sur ce même plateau, vous m'avez posé la même question il y a un peu plus d'un an. J'avais déjà cette impression. De dire « tiens, vous vous droitisez ». Non, je défends des convictions qui ont toujours été les miennes. Je crois à l'autorité de l'État, je crois au renouvellement de la classe politique, je crois à un principe de responsabilité qui fait que quand on donne des aides sociales, il faut qu'il y ait une contrepartie et qu'on s'assure que ça aille à ceux qui en ont réellement besoin. Je crois à la refondation de notre école et je crois au combat contre l'islam politique qui est une vraie menace pour notre société. Voilà, c'est mon corps de doctrine. Ça n'a rien bougé. Au fond, depuis un an, vous rencontrez les Français et les militants, les Républicains, et vous me dites, au fond, j'ai pas changé en un an? Ça vous a pas fait bouger? Moi, je change, oui. Vous changez au contact des gens, vous prenez de l'épaisseur. Vous voyez la gravité de la situation, vous essayez d'apporter des solutions qui soient plus précises, on en parlera ce soir. Mais sur mes convictions de fond, non, je n'ai pas changé. On parlait tout à l'heure, on en reparlera, de la question du chômage et la manière dont on accompagne les demandeurs d'emploi. Depuis 2011, je propose la dégressivité des allocations chômage. Je n'ai pas changé d'avis, certains l'ont fait, m'ont rejoint sur ma proposition après l'avoir refusée. Moi, mes idées restent les mêmes. Après, il faut les préciser, il faut les expliquer, et c'est tout l'intérêt justement des rencontres avec les Français. Le renouveau, c'est Bruno. Bon, ça, on l'a vu dans le reportage, ça c'est acquis, en tout cas c'est un slogan. Vous diriez que ça ne suffit pas dans cette campagne. Je voudrais vous soumettre un sondage. C'est un sondage qui a été publié par Le Monde. 99% des sympathisants, les Républicains, et 76% des sympathisants socialistes ont besoin d'un chef. Est-ce que là-dessus vous avez convaincu? Est-ce que vous pouvez être un chef? Si je ne le pensais pas, je ne serais pas candidat à la primaire. Et pour moi, un chef, c'est très simple, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et qui, justement, ne change pas d'avis, défend les mêmes idées depuis des années, des années, des années. Je défends les mêmes idées, les mêmes convictions, les mêmes valeurs depuis des années. Un chef sait où il va, un chef tient son cap. Et pour tenir son cap, je pense qu'il doit s'appuyer sur deux choses fondamentales. La justice et la volonté de restaurer un esprit de conquête pour son pays. Alors je vais vous poser la question autrement. Quand vous croisez, encore une fois, des Français, des militants, les Républicains dans cette campagne, est-ce qu'ils vous voient aujourd'hui dans le costume d'un chef de l'État de la 6e puissance mondiale? Pas encore. Pas encore, et je crois que tout l'intérêt de la campagne, c'est de montrer justement que d'abord j'y suis totalement déterminé, que j'y suis préparé depuis des années, parce que j'ai cette expérience politique, à la fois sur les questions internationales. J'étais aux côtés de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac pendant la crise irakienne. C'était une expérience politique internationale forte. J'ai l'expérience ministérielle du ministre de l'Agriculture. J'ai dirigé des administrations, je connais bien l'État, j'ai été parlementaire. Alors qu'est-ce qui et en même temps, j'ai cette envie qui, je crois, est essentielle pour faire bouger les lignes et ouvrir quelque chose de neuf dans notre pays. Qu'est-ce qui manque? Vous avez en face de moi un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres, qui sont dans la vie politique française depuis 30 ou 40 ans. Donc forcément, les Français s'y sont habitués. Ils se sont dit, mais dans le fond, ils sont là. Après tout, pourquoi pas? Et il faut que je leur montre qu'il est possible de prendre quelqu'un de la nouvelle génération. Que la Grande-Bretagne a eu l'audace de prendre M. Cameron, que l'Italie a eu l'audace de prendre M. Renzi. Eh bien, la France à la primaire
peut avoir l'audace de me choisir. Vous savez ce que pense Marine Le Pen de vous, elle l'a dit aujourd'hui. Elle a dit, elle vous comparait à Emmanuel Macron et Ségolène Royal, elle a dit ces bulles médiatiques, Macron aujourd'hui, Bruno Le Maire hier ou Ségolène Royal avant-hier, ne sont que l'écume du désespoir. Eh bien, je vais reprendre une image maritime pour répondre à Madame Le Pen. Je pense qu'elle se trompe totalement. Je pense qu'il y a une lame de fond en France que beaucoup ne voient pas pour le renouvellement de la classe politique, pour ce renouveau que je porte depuis des années. Ce n'est pas l'écume des choses, c'est la lame de fond, c'est ce que veulent les Français. Et à moi de montrer aux Français que ce qu'ils veulent, je peux leur correspondre et que ça améliorera la situation du pays, ça lui permettra enfin de rentrer dans le 21e siècle. Le renouveau, c'est juste être jeune? Certainement pas. Je connais des gens qui sont très jeunes et déjà très très vieux dans leur tête. Et je connais beaucoup de gens qui sont âgés, qui sont à la retraite, qui sont extraordinairement actifs et encore plein de renouveau dans leur tête. Ça n'a pas du tout à voir avec l'âge. Ça a à voir avec cette capacité d'enthousiasme, cette capacité à porter quelque chose de neuf. Ça a à voir avec sa vision de la pratique politique, avec la méthode qui est la mienne. Ça a à voir avec cette exigence de renouvellement de la classe politique dont vous avez parlé dans le reportage. Pas de cumul des mandats, pas de cumul dans le temps, la démission de la fonction publique. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire c'est compliqué de vouloir incarner le renouveau et de vouloir aussi incarner l'expérience. Comment vous arrivez à résoudre ce paradoxe-là qui vous gêne aujourd'hui dans la campagne? La France est un pays d'équilibre. Ce n'est pas un pays de radicalité. Et l'équilibre en France, c'est de l'expérience internationale, nationale, administrative, et en même temps, cette espèce de, je dirais presque, de foi que vous avez chevillée au corps, que vous pouvez maintenant apporter quelque chose à votre pays. Moi, c'est cette foi qui me tient au fond de moi. C'est le moment. La foi en vous? La foi dans la capacité, avec tous ceux qui m'entourent, avec ce mouvement de renouveau que nous sommes en train de créer, que cette fois-ci, contrairement à ce qui se passe depuis 30 ans, la France va enfin bouger, changer, avancer. Et ça, vous voulez la faire bouger, la France. Je donne 2-3 propositions que vous faites et on va les commenter tout de suite. Ceux qui bloquent le pays, à vos yeux, ce sont en partie les syndicats, mais aussi les fonctionnaires. Vous voulez supprimer 100 000 postes chaque année. Alors, en face de vous, il y a Natacha Pommet. Vous êtes fonctionnaire territorial. Vous représentez aujourd'hui la CGT au Conseil départemental de Haute-Garonne. Vous êtes syndicaliste et fonctionnaire, c'est peu de dire que vous vous sentez visé par le projet de Bruno Le Maire. On va vous voir lors de la manifestation contre la loi travail, reportage Sarah Sisman et Maxime Logier. Je te les mets dans le fourgon ou pas? Enfin là? Pour Natacha Pommet, c'est toujours un peu le stress avant une manif. S'assurer que rien ne manque. 15 ans qu'elle milite à la CGT et aujourd'hui... Pour le service d'ordre, s'il vous plaît. On se voit 5 minutes. Elle est en charge du service d'ordre, garante du bon déroulement des manifestations. Comme on vous l'a dit, carré de tête devant, agent Jaurès, comme d'habitude, c'est là que le service d'ordre aura les consignes sur on continue ou on s'arrête au monument aux morts. C'est important que tout se passe bien. Les manifestations toulousaines se passent sans incident depuis le début du mouvement. C'est essentiel que ça continue comme ça. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour troubler l'ordre public, on est là pour manifester notre désaccord. Bonjour les camarades de la FSU. Il lui faut aussi se coordonner avec les autres syndicats qui défilent contre la loi El Khomri. C'est toi qui t'occupes du service d'ordre? Super. Non, je ne m'occupe pas du service d'ordre. Du désordre, c'est le service du désordre. La CGT est en tête de cortège. Après plus d'un siècle de lutte sociale, les manifs, on sait faire. Et c'est Natacha qui donne le tempo. On n'avance pas trop vite pour créer un écart. Pour elle, le progrès social, c'est d'abord une affaire de combat. C'est essentiel. Toutes les luttes sociales ont amené du progrès. Les congés payés, c'est grâce à la CGT. La protection sociale, c'est la CGT. Tous les grands progrès du XXe siècle, c'est le passé, ça. C'est le passé, mais on a plein de projets encore. Des projets et d'autres luttes que Natacha est déjà prête à mener. Alors à vos yeux, Bruno Le Maire, ce sont ces syndicats-là qui empêchent la réforme? C'est le combat que mène Natacha Pommet qui empêche la France d'avancer? Moi, je respecte les combats de Natacha. On est dans une démocratie. On s'engage dans un parti politique, on s'engage dans un syndicat. C'est parfaitement respectable. Ce que je n'aime pas, en revanche, c'est quand les syndicats, au lieu de défendre les salariés, prennent des positions qui sont des positions de parti politique. Mais tous les engagements sont respectables. Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes convictions, les mêmes idées, que le dialogue n'est pas possible. Au contraire, moi je crois à ce dialogue.
En revanche, quand j'ai dit que je ne voulais pas négocier, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je suis élu en 2017 et que j'ai fait des propositions sur le marché du travail, sur sa simplification, sur les retraites, sur la fonction publique, qu'est-ce qu'attendra la majorité des Français qui ont voté pour moi? Et que je décide, et que je décide rapidement. Pas que j'ouvre des négociations pendant des mois avec les syndicats. La question leur a été tranchée par l'élection. Et le principe de la démocratie, c'est que c'est la majorité qui décide. Et j'estime justement que depuis des années, depuis plusieurs mandats présidentiels, ce qui ne satisfait pas les Français et qui explique aussi la montée des extrêmes, c'est que les présidents de la République élus, au lieu de décider, se mettent à négocier, à renier leurs promesses et à reculer. Ça s'appelle le dialogue social. Natacha Pommet. Écoutez, moi ça m'étonne que vous parliez d'absence de négociation. Aujourd'hui, on a justement un mouvement social, un large mouvement social, qui implique une grande partie de la population, qui est soutenu par plus de 71% de la population. Et ce mouvement social, c'est parce que justement le gouvernement actuel n'a pas négocié sur la loi travail, ne l'avait pas annoncé et n'a pas négocié. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des centaines de milliers de personnes qui manifestent depuis le 9 mars, qui manifestent leur désaccord. On a les rendez-vous à Nuit debout. Enfin bref, un véritable mouvement dans le pays. Et je pense vraiment, et la CGT pense, qu'on ne peut pas se passer de négocier parce que sinon on a un mouvement social. Donc comment après avoir la paix sociale dans ce pays? Je vais peut-être vous surprendre, Natacha, mais moi je suis d'accord avec vous. François Hollande n'a pas le mandat pour faire passer cette loi. Et ça explique effectivement les réactions de beaucoup de ses électeurs. Il n'a jamais promis, dans son discours du Bourget, dans sa campagne, qu'il allait libéraliser le marché du travail, qu'il allait simplifier les licenciements, qu'il allait plafonner les indemnités prud'homales. Il ne l'a jamais proposé. Donc il n'a pas le mandat pour le faire. Et ça explique les réactions. Moi je comprends parfaitement, je vais vous dire, les réactions des gens de gauche qui disent « Attendez, on n'a pas élu François Hollande pour ça ». Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où moi j'aurais annoncé la couleur tout de suite, j'aurais dit immédiatement, oui, moi je crois, on peut ne pas être d'accord, mais je crois au plafonnement des indemnités prud'homales, je crois à des contrats de travail qui soient plus souples pour permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver plus rapidement un travail. Si les Français votent pour ça, eh bien il faudra l'appliquer et l'appliquer rapidement. Mais ma porte est toujours ouverte à la discussion. J'ai rencontré un certain nombre de représentants syndicaux, de forces ouvrières, Vous avez rencontré la CGT? De la CFDT. Je suis tout à fait prêt à discuter avec les représentants de la CGT. Ma porte est toujours ouverte pour la discussion. Mais une fois que la discussion a eu lieu et que la majorité des Français a tranché, eh bien il faut décider. Donc en fait, ils font la figuration pendant 5 ans, les syndicats. Pas du tout, parce que vous n'allez pas tout décider en 3 mois. J'ai proposé un certain nombre d'ordonnances sur l'État, sur le marché du travail, sur la solidarité entre juillet et septembre 2017. Ça devrait être décidé vite. Mais ensuite, évidemment qu'il y a de l'espace pour la discussion. Alors, un autre sujet de crispation, je n'en doute pas, entre vous, qui est le sujet de la fonction publique territoriale. Là, vous proposez tout simplement de supprimer la fonction publique territoriale. Et là, vous avez une fonctionnaire détachée de la fonction publique territoriale. D'abord, écoutez, Natacha, on en a besoin de la fonction publique territoriale. Pourquoi? Bien entendu, on en a besoin parce que ce sont des services publics de proximité, services publics qui rendent au quotidien un service. Et alors, on a deux choix dans une façon de gérer une société où on a des services publics de proximité servis par des fonctionnaires à statut, garants de l'intérêt général, ou alors on fait le choix de mettre à disposition des entreprises, des services payants et qui ne sont plus du tout des services publics de proximité. Je pense que là, vous avez fait un choix très clair en proposant notamment de nous remplacer au fur et à mesure par des contrats de droit privé. Vous comprenez bien que la CGT, ce n'est pas du tout le projet qu'elle porte. Et alors en plus, pour faire cela, pour pouvoir le présenter plus facilement, vous avez des petites astuces qu'ont souvent vos collègues de droite, c'est de dénigrer les fonctionnaires. Vous parlez d'emploi à vie, vous parlez d'absentéisme, et ça c'est vraiment voilà, une façon de faire qui est vraiment qui est pas tenable et qui me choque énormément, qui choque mes collègues. Parce que la fonction publique territoriale, les agents, les fonctionnaires territoriaux qui sont en contact de publics difficiles, sur des missions difficiles, c'est vraiment indigne une telle attaque sur les fonctionnaires territoriaux. Je comprends ce que vous dites, Natacha, à une réserve près. Je n'ai jamais attaqué un seul fonctionnaire. Jamais. Et je respecte profondément le travail que font les fonctionnaires publics territoriaux, les agents hospitaliers, les infirmières, les aides-soignantes qui font un travail extraordinairement difficile, et puis tous les agents publics de l'État. Je respecte leur travail et je respecte les fonctionnaires.
Mais je veux défendre une vision sur laquelle on ne sera pas d'accord, une vision différente à long terme de ce que doit être la France. Aujourd'hui, vous avez plus de 5,4 millions d'emplois publics dans notre pays. Ces emplois publics, ils sont payés par le contribuable, par les richesses créées par les entrepreneurs. Ça pèse trop lourd. Et je pense que ça affaiblit, que ça appauvrit notre pays. Moi, je crois à une fonction publique réservée aux missions régaliennes de l'État, aux missions essentielles de l'État. Les policiers, les gendarmes, les enseignants, qui doivent avoir évidemment de l'indépendance pour pouvoir éduquer nos enfants dans de bonnes conditions, les agents hospitaliers, tous ceux qui garantissent vraiment la protection des Français, qui sont au cœur des missions de l'État. Pour les collectivités locales, d'ailleurs c'est récent la fonction publique territoriale, ça a à peine une trentaine d'années, là j'estime qu'il n'y a aucun motif d'intérêt général pour que ces agents, qui je le redis, font un très bon travail, le fassent sous statut de la fonction publique. Et donc ma proposition n'est pas de supprimer du jour au lendemain les emplois, attention, ma proposition est de supprimer le statut, que tout agent qui parte à la retraite soit remplacé par un agent sous statut privé, ce qui donnera de la souplesse de gestion aux mairies, aux départements, aux régions. Et je créerai même un droit d'option pour tous ces fonctionnaires publics territoriaux, pour que ceux qui veulent rejoindre immédiatement un statut privé, avec à la clé sans doute une meilleure rémunération, puissent le faire. Voilà exactement ma proposition. Mais vous voyez qu'à long terme, ce que je veux, c'est que le statut de fonctionnaire et l'emploi à vie soit réservé aux agents qui exercent les missions les plus essentielles de l'État. Alors, deux choses pour intervenir. La première, sur le coût. Sur le coût, on parle aujourd'hui, récemment, d'évasion fiscale, 80 milliards. Donc, ce qui couvrirait largement les économies qui sont demandées là, sur le plan 2015-2017 de 50 milliards d'euros d'économies sur l'État, la protection sociale et la fonction publique territoriale. Donc déjà, mettons les moyens dans la fonction publique pour récupérer ces 80 milliards annuels d'évasion fiscale. Second point, le statut. Pourquoi une fonction publique avec un statut? Vous savez pertinemment que l'emploi est détaché du grade et que aujourd'hui, si nous avons un statut, c'est parce que justement il y a eu les travers de la Seconde Guerre mondiale et que dans les collectivités territoriales, un fonctionnaire, il est soumis à l'élu. Et s'il n'a pas cette protection d'être soumis à l'élu et à la volonté politique, il peut nous être donné un ordre manifestement illégal auquel nous avons le devoir de désobéir. Et c'est bien ça qui est important. Pour rendre un service dans l'intérêt général et non pas dans des intérêts privés, il est essentiel qu'on soit protégé par un statut. Tout peut être privatisé, en tout cas dans votre esprit. Je comprends le raisonnement de Natacha. J'estime juste qu'on n'est plus dans les années 40, que nous sommes en 2016 et qu'on peut évoluer. Et que moi, je fais confiance aux maires, aux présidents de département, aux présidents de région pour faire un recrutement qui correspond à l'intérêt général, avec les agents qui soient les meilleurs possibles. Et je ne veux pas les soupçonner de voir du favoritisme prendre la place d'un recrutement de qualité. Puis je crois que ce qui est essentiel aussi, c'est qu'on donne aux maires, aux présidents de département, à toutes les collectivités locales, une vraie souplesse de gestion. Imaginez qu'aujourd'hui, quand vous avez un agent public territorial, son niveau de rémunération, ses augmentations sont décidées par l'État. Donc on demande aux collectivités locales de réduire les dépenses publiques, et on sait tous qu'il faut réduire les dépenses publiques. Et puis dans le même temps, on leur impose l'augmentation de leur masse salariale, l'augmentation de leurs fonctionnaires. Moi j'estime que ça ne tient plus. Et que l'avenir, c'est vraiment à réserver le statut de la fonction publique à ceux qui sont au cœur des activités de l'État et de passer progressivement dans la fonction publique territoriale à des recrutements sous statut privé. Alors, une question qui vous est posée par un téléspectateur ou une téléspectatrice de ces politiques. Dans quelle administration d'État comptez-vous supprimer des postes? Je ne vais pas prendre administration par administration et faire le coup de rabot comme ça a été fait depuis 30 ans. Je veux que dès 2017, on puisse définir quelles sont les missions essentielles, quelles sont les missions secondaires et quelles sont les missions accessoires. Et que sur les missions accessoires, on supprime un certain nombre de postes. Et bien c'est maintenant qu'il faut le dire, quelles sont les missions accessoires. Non, parce que c'est ce que nous sommes en train de travailler. Je préciserai tout cela en septembre. Je dis juste que ma méthode ne sera pas celle du rabot. Ce ne sera pas celle d'un fonctionnaire sur deux. Ce sera de regarder administration par administration là où on peut supprimer des postes, là où au contraire on a besoin de postes supplémentaires. Prenez l'école primaire. On a besoin dans l'école primaire d'avoir des enseignants qui accompagnent nos enfants, qui leur apprennent le français. Prenez les armées. J'augmenterai le nombre de militaires, notamment dans les armées de terre. Je vais vous donner un chiffre très précis. Sur 10 ans, je pense qu'il faut 30 000 militaires supplémentaires dans nos armées de terre pour intervenir dans les opérations extérieures et garantir notre protection. Donc je veux faire du sur-mesure, remettre des agents publics là où c'est nécessaire,
et supprimer des postes là où visiblement c'est plus le cœur des missions de l'État. Alors juste une question d'actualité, Najat Vallaud-Belkacem a annoncé une prime de 800 € annuelle pour les instituteurs. C'est mérité, c'est bien, c'est attendu, ils ne sont pas suffisamment payés ou c'est pas le moment? Je conteste la méthode qui consiste à donner comme ça, comme une aumône, 800 € de prime. En plus, je crois que c'est sur plusieurs années, c'est même pas sur une seule année. En revanche, j'estime qu'il faut mieux payer les enseignants du primaire. Et qu'il y a des injustices aujourd'hui dans le système de rémunération des enseignants qui sont des injustices scandaleuses. Ceux qui travaillent aujourd'hui le plus sont les enseignants du primaire. Ils font 27 heures par semaine. Ils s'occupent d'enfants qui ont 6, 7, 8, 9 ans. Honnêtement, j'en ai 4. Je peux vous dire que ce n'est pas évident de garder 30 enfants toute la journée. Ils ont des charges administratives très lourdes derrière. Ils ont des copies à corriger ou des cahiers de correspondance à remplir. Et c'est les moins bien payés. Ils vont toucher 1 500 ou 1 600 € net par mois. De l'autre côté, vous avez des professeurs certifiés ou des professeurs agrégés. Professeurs agrégés, 15 heures d'obligation horaire par semaine. À l'origine, on avait fait ça pour qu'ils puissent faire de la recherche à côté. Mais quand un prof agrégé est en lycée, en seconde, en première, en terminale, il ne fait pas de recherche à côté. Je ne vois pas pourquoi il ne travaillerait que 15 heures. Donc vous voyez, il faudra remettre de la justice dans notre système de la fonction publique. Merci Natacha Pommet. Alors, le chômage... Merci simplement à Natacha, comme quoi on peut dialoguer sereinement, même quand on ne partage pas les mêmes idées. Même avec une fonctionnaire territoriale, CGT. Mais qui vient de Haute-Garonne et de Toulouse. Et qui vient de Haute-Garonne. Alors, le chômage, les chiffres sont en baisse, moins 60 000 demandeurs d'emploi dans le mois de mars. La problématique sera au cœur de cette présidentielle. Je vous présente Gilles Delabarre. Vous êtes président bénévole de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous avez étudié les propositions de Bruno Le Maire en matière d'emploi. Nous allons y revenir. Mais d'abord, Yacine Mili et Dominique Lemarchand sont allés rencontrer les membres de votre association. Cela fait maintenant 4 mois que Valérien Moulangou-Tichy recherche un emploi. Bonjour Valérien, ça va? Bon. Pour l'aider, il a décidé de faire appel à Sylvaine et Marie-Jeanne, 2 bénévoles de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Depuis la mi-janvier, vous vous êtes retrouvés sans emploi, vous en avez envoyé combien de CV? En tout cas une quinzaine. Et j'ai eu 3 entretiens, je pense. Avec l'aide de l'association, Valérien a pu décrocher un entretien avec un employeur. Le rendez-vous est fixé dans quelques jours. L'objectif est d'accompagner, d'être à ses côtés dans toute cette démarche de recherche d'emploi, de voir des pistes, de penser à des choses, de réfléchir ensemble, de confronter des regards. Et puis, lorsque la recherche d'emploi se fait, l'accompagnement peut se terminer si la personne aussi le demande. Un accompagnement personnalisé à taille humaine. Pôle emploi, c'est assez mécanique, c'est un peu robotisé, comme qui dirait. Et ici, vous savez, vous vivez le feedback, vous avez 2 personnes en binôme qui vous suivent, qui vous écoutent, ils ont plus de temps pour vous, vous êtes seul. Et vous vous exprimez plus facilement, à l'aise donc, et vous êtes vraiment suivi comme il se doit. En France, l'association accompagne 3500 demandeurs d'emploi. La moitié d'entre eux sont des chômeurs de longue durée. Alors Gilles Delabarre, on est à la veille, on a même commencé, on est même à fond dans la campagne de la présidentielle. Est-ce que vous avez une attente en particulier sur la problématique de l'emploi, du chômage, sur l'ensemble de la classe politique? Pas simplement d'ailleurs vis-à-vis de Bruno Le Maire, mais plus généralement. Oui, ça serait tout d'abord de considérer le chômage comme n'étant pas simplement un chiffre. Voilà. Le chômage, c'est une personne et autour d'elle toute sa famille. Et cette personne, face à son chômage, elle est seule. Elle a bien sûr les institutions, le service public de l'emploi, bien évidemment. Mais quand on se retrouve le matin, à 8 h du matin, chez soi, devant son écran et qu'on a une recherche à faire, on est seul. Et en fait, ce que n'ont pas compris les politiques publiques depuis très nombreuses années, c'est qu'il ne peut pas y avoir de prestations sans relation. Et donc, il faut réinstaller de la relation humaine, et c'est ce que nous faisons à Solidarité Nouvelle face au chômage depuis maintenant 30 ans. Donc on a une certaine expérience, nous aussi, 30 ans, parce qu'on a accompagné plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne parlons jamais de demandeurs d'emploi. Ça serait bien que les politiques
et d'ailleurs les journalistes aussi. Il faudrait dire quoi? Il faudrait dire chercheurs d'emploi. Parce que lorsque vous parlez de demandeurs d'emploi, vous avez l'impression qu'on est passif, qu'on attend, qu'on est assisté. Et c'est un discours qu'on a pu entendre dans certains discours politiques. Alors que je peux vous dire, nous, toutes les personnes que nous accompagnons avec nos 2 bénévoles, puisque nous avons vu dans le reportage qu'il y a toujours 2 bénévoles qui accompagnons, eh bien, nous avons des personnes qui cherchent, qui sont toute la journée à se dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Et elles ont besoin, ces personnes, d'être accompagnées et d'avoir ce que nous appelons, nous, dans notre association, une écoute de bienveillance. Et quand vous entendez parler de dégressivité des allocations chômage, qui est une des propositions de Bruno Le Maire, vous vous dites quoi? Alors, je dis une chose, ça va être très direct, hein. Je dis que ça ne résout pas le problème. Parce que le déficit de l'assurance chômage, il est bien supérieur à une mesure purement paramétrique de mise en place de la dégressivité. Non seulement parce qu'on n'a jamais prouvé, par les enquêtes qui ont été faites, que la dégressivité avait un impact sur la reprise de travail, premièrement, ça n'a jamais été démontré par des études. Et deuxièmement, c'est appliquer la double peine. Parce que lorsque vous êtes au chômage, lorsque vous basculez d'une situation salariée à une situation au régime d'assurance chômage, ben, vous basculez déjà avec une perte financière assez importante. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, on bascule à 57%. Bruno Le Maire. Donc ça veut dire que rajouter de la dégressivité, vous rajoutez un deuxième couperet à des personnes qui, en réalité, en auraient beaucoup plus besoin. Plus le chômage est long, plus au contraire, les personnes ont besoin d'être aidées. Alors, et vous proposez l'inverse. Bruno Le Maire. Ça fait 30 ans qu'on propose la même chose sur le chômage. Et dans le fond, qu'on ne propose absolument rien. On ne veut pas bouger. Moi, je partage parfaitement votre diagnostic, Gilles. Oui, il faut de l'accompagnement personnalisé. Oui, je préfère parler de chercheurs d'emploi que de demandeurs d'emploi. Oui, je passe beaucoup de temps depuis 4 ans à rencontrer des personnes qui cherchent un emploi. Puis j'en ai, comme tout le monde, dans mon environnement immédiat. On trouve toujours, depuis 30 ans en France, les mêmes excuses pour ne rien bouger. Ah, il faut garder ceci, il faut avoir l'indemnisation du chômage qui est l'une des plus généreuses de tous les pays du monde. Il ne faut pas y toucher parce que, dans le fond, ça n'a pas d'incidence. Si vous touchez au droit du travail, ça n'a pas d'incidence non plus. Si vous touchez au seuil des entreprises, ça ne servira à rien non plus. Puis au bout du compte, on ne fait rien. Et depuis 30 ans... Il faut faire bien, c'est ce que vous dites. Oui, il faut faire bien. Voilà. Mais il ne faut pas faire rien non plus. Et j'estime que depuis 30 ans, on ne fait rien. À quoi est-ce que je crois? Je crois à un mélange, justement, de plusieurs décisions qui permettront de faire bouger les choses dans le bon sens. Oui, je crois à l'accompagnement très personnalisé des demandeurs d'emploi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Pôle emploi n'est pas capable de le faire. Pourquoi est-ce que tant de chercheurs d'emploi se détournent de Pôle emploi pour aller vers vous, vers des associations qui font effectivement un travail remarquable, pour aller vers des entreprises privées, des entreprises numériques comme CAPA, qui fait un très bon boulot pour aider ces personnes à retrouver un emploi. C'est parce qu'ils y trouvent cet accompagnement personnalisé dont ils ont besoin. Faire un bilan de compétences, une nouvelle formation, une nouvelle qualification. Il faut supprimer Pôle emploi. Ça, il faut privatiser Pôle emploi, laisser à Pôle emploi l'indemnisation du chômage et en revanche l'accompagnement personnalisé de confier soit des associations comme celle de Gilles, soit des entreprises privées, soit des entreprises numériques comme CAPA. La deuxième chose, c'est oui, moi j'estime qu'il faut avoir une dégressivité progressive des allocations chômage pour que les gens ne soient pas incités à rester au chômage. Vous comprenez, quand vous avez 2 ans d'indemnisation à temps plein, parfois 36 mois, forcément l'incitation est de s'y prendre un peu plus tard pour rechercher un emploi, alors que tout l'objectif que je porte, c'est d'arrêter de mettre des digues de sable sur telle suppression ou telle suppression d'emploi, mais se fixer comme objectif que chaque chercheur d'emploi en France retrouve un emploi dans les 6 mois. Mais il vous dit c'est la double peine. Non, moi j'estime que dès le premier jour, on doit inciter le demandeur d'emploi à reprendre pied, à lancer sa recherche, à être accompagné, à faire un bilan de compétences. Donc j'estime que ça doit nous amener à cette dégressivité. On ne peut ne pas être d'accord. Moi, ça me paraît un vrai changement. Et la troisième chose, juste, Gilles, pour terminer, c'est qu'on ait un marché du travail qui soit plus souple, avec des contrats de travail différents. J'ai proposé, par exemple, un CDD qui pourrait être renouvelé plusieurs fois, avec des droits sans limite. Le CDD illimité. Un CDD avec des renouvellements sans limite, mais, je le précise pour Natacha... Natacha qui dit, à voix basse, la précarité à vie. La précarité, Natacha, c'est le chômage. La précarité, Natacha, c'est ce qu'on a fait depuis 30 ans en France. Comment on fait pour avoir un emprunt
pour se loger, pour acheter une maison ou toute autre chose avec un CDD. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, Natacha, avec 6 millions de chômeurs? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'intérim? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? On nous dit on va taxer les CDD, c'est la proposition du gouvernement. Vous savez très bien ce que ça va donner, Natacha. La multiplication des contrats d'intérimaires. Combien je vois de gosses qui sont dans l'entreprise en intérim et qui désespèrent d'avoir... C'est la sécurité à vie que vous proposez. Ce que je propose, Natacha, pour être très précis, c'est un CDD avec des droits croissants à chaque renouvellement. Vous savez comment ça se passe dans une entreprise, on ne renouvelle pas le CDD parce qu'au bout de 2 fois, on ne peut plus le renouveler, donc on va prendre quelqu'un d'autre, et c'est la personne, c'est le salarié qui est perdant. Un CDD à droit croissant, renouvelable sans limite, qui amènera automatiquement l'entrepreneur à le faire basculer en CDI, parce que le CDI, effectivement, vous donne des sécurités pour l'emploi, bien entendu, pour vous loger, pour construire votre vie. Moi, je trouve un petit peu dommage qu'on considère le chômeur toujours en le montrant du doigt. Moi, je préférerais qu'on lui tende la main. Bien sûr. Et pour cela, je ne le montre pas du doigt. Oui, mais enfin, il y a un petit peu quand même de stigmatisation dans ce que vous dites. Aucune. Si vous dites la dégressivité, le chômeur, il faut montrer qu'il doit en faire plus pour. Non. Sauf qu'en France, je dis juste qu'il faut lui lancer le message qu'il faut reprendre la parole le plus vite possible. En fait, il manque 2 millions d'emplois en France aujourd'hui. Donc, ces 2 millions d'emplois, ils ne sont pas là. Donc, une personne qui veut retrouver un job, le job, il ne va pas le retrouver comme ça. Donc, si vous baissez la possibilité qu'il ait d'être indemnisé, et je rappelle que cette indemnisation, elle n'est pas aussi généreuse que l'on pense. L'indemnisation moyenne du chômeur, elle est de combien? Elle est d'un petit peu plus de 1 000 euros. Exactement 1 055 euros. Vous n'allez pas faire croire à nos auditeurs qu'on a un régime totalement bénéficiaire pour eux-mêmes. Ce n'est pas vrai. Combien on a de chômeurs qui ont plus d'1 an de chômage? 2 400 000 personnes. Alors ces personnes-là qui sont à plus d'1 an de chômage et qui vont arriver à leur fin de droit, elles vont basculer à l'ASS. Et lorsqu'elles basculent à l'allocation de solidarité spécifique, si je prends la moyenne de 1 000 euros, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, eh bien, pour un célibataire, elle va passer à 520 euros. Ça veut dire qu'on va construire par le système que vous proposez, on va construire encore plus de précarité et de pauvreté. Par contre, ce qu'il faut faire, et nous avons fait une proposition, je pourrais vous l'envoyer si vous le souhaitez, c'est qu'il faut faire une réforme structurelle de l'assurance chômage et pas paramétrique comme vous me le proposez. Il ne faut pas changer 1 ou 2 paramètres parce que si vous faites la dégressivité, combien d'économies ça va faire au régime assurance chômage? Vous aurez toujours des dizaines de milliards de dettes à la fin et dont vous ne résolvez pas le problème. Le problème, c'est qu'on a une base cotisante insuffisante parce que vous n'avez que les salariés qui cotisent à l'assurance chômage. La fonction publique, les 3 fonctions publiques n'y cotisent pas et encore plus fort, les contractuels en CDD à la fonction publique ne cotisent pas. Donc ça veut dire qu'il faut élargir la base cotisante, mais ça, je ne l'entends jamais de la part des politiques. Et c'est un petit peu dommage. Élargir la base cotisante, Gilles, précisément, avoir moins d'emplois publics et plus d'emplois privés, c'est la garantie d'élargir la base cotisante. À partir du moment où vous avez une France qui a plus de 5 millions de fonctionnaires, qui est un des pays développés au monde, qui a le plus grand nombre de fonctionnaires, vous avez, au bout du compte, un appauvrissement du pays parce qu'il n'y a plus suffisamment d'emplois privés pour financer la part publique du pays. Deuxième remarque, il n'y a aucune stigmatisation chez moi. Aucune. Je sais parfaitement ce que vivent aujourd'hui les demandeurs d'emploi. Je les rencontre, je discute avec eux. J'ai eu encore récemment une rencontre passionnante avec des personnes qui sont au RSA. Je vois leurs difficultés, je vois à quel point c'est compliqué. Simplement, je refuse catégoriquement qu'on garde le même modèle que celui sur lequel on vit depuis 30 ans. Donc, qu'on fasse des propositions qui aillent encore plus loin que celles que je propose sur l'indemnisation du chômage et sa dégressivité. Pourquoi pas? Je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout ce qui permettra d'améliorer la situation des demandeurs d'emploi. Il y a une chose que je n'accepterai pas, c'est le statu quo. Alors justement, vous avez évoqué à l'instant le RSA. Vous voulez contrôler les comptes bancaires des allocataires du RSA, en sachant que 35% des personnes éligibles au RSA ne le demandent même pas. C'est pas de la stigmatisation? Non. C'est un principe de responsabilité. Qu'est-ce que je propose très précisément? C'est que lorsque vous êtes allocataire du RSA, vous fournissiez, votre banque fournit, soyons très précis,
votre banque fournisse l'attestation que vous n'avez pas sur votre compte des revenus, soit vous, soit votre conjoint, qui ne justifieraient pas que vous touchiez le RSA. Je veux juste donner la garantie aux contribuables que chaque euro d'argent public, dans une période où il y a si peu d'argent public, va à ceux qui en ont réellement besoin. Ça évitera justement la stigmatisation des bénéficiaires du RSA, on essaie de les assister. Vous m'avez déjà entendu prononcer une seule fois le mot d'assister? Jamais. Et c'est justement parce que je veux garantir... démontrer avec une mesure comme celle-ci qui peut apparaître choquante, c'est-à-dire aller demander le RSA et imaginer qu'on a des milliers d'euros sur un compte bancaire. Ça concerne combien de personnes? Ça concerne un nombre très réduit de personnes. Mais c'est ce nombre très réduit de personnes qui, ensuite, va affaiblir la légitimité des aides sociales qui sont données. Moi, je veux garantir que ces aides sociales vont à ceux qui en ont réellement besoin. Et je ne demande pas à ce que chaque bénéficiaire du RSA apporte son relevé bancaire qui sera contrôlé par la CAF ou par le département. Je demande juste une attestation de la banque pour garantir que l'argent public va à ceux qui en ont réellement besoin. Je pense que même pour les bénéficiaires du RSA, c'est la garantie que justement, on ne les pointera pas du doigt. Merci beaucoup, Gilles Delabarre. Vous avez peut-être une remarque, mais peut-être que vous la ferez. Ça ne vous dérange pas qu'on la fasse hors plateau. Vous aurez sans doute plein de choses à vous dire tout à l'heure. Je serai parfaitement ouvert là aussi. Tout ce qui permettra de finir avec le vieux système et cette vieille résignation de toute la classe politique française qui vous explique chaque matin qu'on a déjà tout essayé contre le chômage, je suis preneur. Alors, je vous laisse maintenant avec Jean-François Colosimo. Vous êtes historien des religions, éditeur et essayiste, et vous avez un problème avec une déclaration de Bruno Le Maire. C'est une phrase, c'est celle-ci: il y a un islam politique incompatible avec nos valeurs. Absolument. Donc vous êtes quand même celui qui, auprès de Jacques Chirac et Dominique de Villepin, a refusé le choc des civilisations, le néoconservatisme américain, l'entreprise de Bush envahissant l'Irak et accélérant en quelque sorte le caractère inflammable du monde arabo-musulman. Et là, vous revenez en disant, vous dites, il faut nommer les choses, il y a un islam incompatible, totalement incompatible avec la République. Il faut en quelque sorte l'interdire, c'est cet islam politique. Alors moi, j'ai un véritable problème, c'est parce que, d'abord, quelle est la continuité qu'il y a, s'il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'islam, l'islamisme, le salafisme, le wahhabisme, le takfirisme, le djihadisme? Où est-ce que vous mettez les verrous? Est-ce qu'il y a de la porosité? Ou est-ce qu'au contraire, il y a de la continuité? Et puis, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête cet islam politique? Je crains fort que, en fait, votre définition, elle vise d'un côté à rassurer ceux qui sont dans l'angoisse de cette présence de l'islam, et d'un autre côté de rassurer en même temps les musulmans, et d'opérer une espèce de division qui vous conduira, si vous êtes élu, en fait, à des mesures parfaitement inapplicables au niveau national et à des contradictions au niveau international dont vous ne nous avez pas fait jusque-là, disons, l'exemple. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction du tout. Oui, je me suis opposé, aux côtés de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, à la guerre en Irak, avec la détermination la plus totale. Parce que cette guerre n'avait aucun sens, il n'y avait pas de menace en Irak contre les intérêts français. Et que nous savions que ça allait mener à ce que nous vivons aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'est-à-dire la flambée du terrorisme. Je maintiens mes déclarations sur l'islam politique. Elles sont pesées et réfléchies, comme en général les termes que j'emploie. L'islam politique, c'est l'islam qui porte un projet incompatible avec les principes même de la République, incompatible avec la laïcité. Le principe de la laïcité, c'est que justement les affaires religieuses et les affaires de l'État sont séparées. Et que la religion, vous avez écrit des choses très justes là-dessus justement, ne peut pas porter en France de projet politique. Or, il y a une partie de l'islam en France qui porte justement un projet politique incompatible avec la laïcité, qui vise à dire que les règles religieuses l'emportent sur les règles de l'État, que les lois de la religion l'emportent sur les lois de l'État. Oui. Je conteste formellement cette vision-là et je combats cet islam politique. En pratique, vous êtes élu, vous gagnez la primaire. Est-ce que déjà vous êtes d'accord sur le principe? Je suis d'accord sur le principe, mais je pense c'est déjà un point important. Je pense que, contrairement à ce que vous dites, c'est un beau principe qui est très rassembleur, mais je pense qu'il est vide de contenu dans la réalité, dans la pratique, parce qu'il ne s'applique pas, tout simplement, à un monde qui est beaucoup plus mouvant que celui que vous décrivez. Passons aux travaux pratiques. Je ne suis pas chercheur, je suis politique, donc vous êtes obligé de nommer les choses avec simplicité et clarté. Vous êtes à l'Élysée, travaux pratiques. Tarek Ramadan demande la nationalité française. Vous lui refusez? Je la lui refuse. D'accord. L'UOIF, l'Union
des organisations islamiques de France. C'est la première organisation islamique de France, musulmane, la plus importante. Elle est réputée proche des frères musulmans et elle s'inspire manifestement aussi du corpus des frères musulmans. Donc on est en plein dans un islam politique. Oui. Vous l'interdisez? Tous les centres cultuels qui défendent des positions politiques hostiles à la République, je les ferme. Et je vais vous dire, on va pas prendre. Non mais tout est plus compliqué que ça. Mais à force d'avoir dit que tout était si compliqué, ça fait 20 ans que l'on n'a pas vu monter cet islam politique en France et qu'on a baissé les bras face à lui. Je vais vous dire la manière dont je livre le combat. C'est pas des mesures techniques, c'est pas une règle ici ou une loi là. Le combat, il est culturel. Et je suis là comme chef de l'État demain pour réaffirmer une culture française. Oui, mais dans cette culture française, j'ai écouté vos arguments, laissez-moi développer les miens. Bien sûr. Dans cette culture française, il n'y a pas de place pour un projet politique fondé sur la religion. Dans cette culture française, la langue française n'est pas négociable, y compris pour les prêches. Dans cette culture française, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas négociable. Dans la culture française, la visibilité des femmes dans l'espace public n'est pas négociable. Dans la culture française, vous l'avez dit vous-même et écrit vous-même, les signes ostensibles de religion dans l'espace public sont des provocations. Et beaucoup de fonctionnaires publics territoriaux, chère Natacha, sont confrontés à cela. Beaucoup de fonctionnaires dans les préfectures sont confrontés à cela. Beaucoup de médecins dans les hôpitaux sont confrontés à cela. Beaucoup de directeurs d'établissements scolaires, beaucoup d'enseignants se battent courageusement pour rappeler cette culture. Eh bien moi, je vais être le chef de l'État qui protège justement tous ces fonctionnaires et tous ceux qui livrent le combat pour la laïcité. Vous interdisez le voile sur tout le territoire. Je ne parle pas de la burqa, je parle d'un simple Vous foulard. caricaturez les propositions que je vous pose la question. Moi non, vous savez ce que c'est qu'un combat culturel? Oui. Vous savez ce que c'est que le rôle d'un chef de l'État? Le rôle d'un chef de l'État est de fixer un cap pour la nation. Le cap pour la nation est celui de la laïcité, de l'égalité homme-femme, de la visibilité des femmes dans l'espace public. Il serait peut-être temps qu'il y ait justement un chef de l'État qui ne négocie pas la culture française. Pardonnez-moi, je m'immisce dans votre discussion. Le rôle d'un chef de l'État, c'est aussi de prendre des décisions. La question était justifiée de savoir jusqu'où vous poussez le curseur. Il suffit pas. Mon problème, c'est pas ce discours-là. Ce discours-là, si vous voulez, c'est un discours qui aujourd'hui a une chance de rencontrer une grande majorité. Mais qui malheureusement n'est pas tenu. Dans le sentiment. Mais il y a un autre volant à ça. Chef de l'État, vous avez une grande pratique des affaires internationales. Comment vous faites pour interdire le voile? Puisque de toute façon, c'est quand même ce que vous sous-entendez, qu'il n'y aura plus un seul voile dans la rue. Sinon, je ne vois pas très bien comment vous faites pour l'empêcher à l'entrée des mairies. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà. Mais comment vous faites pas ce que je dis. Vous caricaturez mes propos. Non, je ne veux pas vous caricaturer, vous savez. Mais ce n'est pas ce que je dis. Mais diplomatie, comment vous faites? Arabie Saoudite, vous avez dit qu'il fallait critiquer l'Arabie Saoudite lorsque, effectivement, le président Hollande a remis au ministre de l'Intérieur saoudien la Légion d'honneur. Mais le Qatar, les Émirats, mais pas que ça. Le Maroc, pays ô combien proche de la France, son Premier ministre, que je sache, il est islamiste, totalement islamiste. C'est lui qui a réuni les partis islamistes, la nébuleuse plutôt des groupuscules, en a fait un parti. Qu'est-ce que vous faites? Vous rompez les relations entre le Maroc et la France? J'ai réaffirmé ce que vous faites des doubles ressortissants. Ce qui était pour moi le rôle d'un chef de l'État. Oui. Non, mais en pratique. Au niveau. Mais je vais répondre à votre question. Si vous m'en laissez le temps. Je vous en prie. Au niveau national, je veux faire respecter la loi sur l'interdiction de la burqa. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Je veux lutter contre la radicalisation dans les prisons, sur laquelle nous avons fermé les yeux depuis 2005. Je rappelle que la plupart des auteurs des attentats que nous vivons aujourd'hui étaient à Fleury-Mérogis en 2005, comme l'a très bien rappelé Gilles Kepel dans un de ses livres. Je veux interdire toute manifestation religieuse de provocation dans les universités. Je veux que dans l'espace des services publics, le voile, effectivement, notamment à l'école, soit interdit, que cette loi soit respectée. S'il y a des centres culturels qui se livrent à des débats politiques qui n'ont pas lieu dans les centres culturels, ils seront fermés. Voilà la politique que je veux livrer. S'agissant de l'international, oui, il faut revoir nos relations avec l'Arabie Saoudite. Le choix qu'a fait François Hollande de prendre l'Arabie Saoudite comme principal partenaire au Moyen-Orient est pour moi un choix dangereux. Et j'assume cette position. On me dit on vend beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite. Eh bien, si les principes de la France sont négociables sur l'autel du commerce des armes, ça me pose une vraie difficulté. Oui, il faudra avoir une discussion très approfondie. Et si je suis élu chef de l'État, ce sera une des premières discussions que j'aurai avec la chancelière allemande sur nos rapports avec la Turquie. Et je serai en Allemagne le 9 mai. J'aurai l'occasion d'en débattre avec un certain nombre de responsables politiques allemands. Car l'Allemagne a avec la Turquie des intérêts et des relations
qui ne correspondent pas aux intérêts et aux relations que la France doit avoir avec la Turquie. La Turquie, comme grand État laïque, membre de l'OTAN, proche de l'Alliance occidentale, c'est une fiction. C'est plus la réalité de ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Donc j'assume ces positions internationales avec beaucoup de clarté. Je crois que le problème que vous avez, c'est que vous êtes véritablement, vous inscrivez dans une logique très laïque, dont on peut vous féliciter d'ailleurs, c'est pas la question. Vous dites par exemple, ce n'est pas la République de s'occuper des religions, de l'islam, et du coup vous vous retrouvez, excusez-moi de vous le dire, bloqué sur des mesures qui sont toutes répressives. J'interdirai ci, je ferai ça, etc. Et vous dites, c'est un combat culturel. Et moi je vous dis, très aimablement, le combat culturel, il n'est pas là. Le combat culturel, c'est celui de l'intégration à la République d'une religion qui, effectivement, n'en a pas eu le commerce. Et ce n'est pas simplement les mesures répressives qui peuvent nous permettre d'y arriver. Alors, une réponse rapide, Bruno Le Maire. C'est là où je crois qu'il y a une légère contradiction dans votre propos. Il n'y a aucune contradiction, il y a une complémentarité. Vous savez, très souvent, dans les contradictions, il y a de la complémentarité. Moi, ce qui me choque, je vais vous dire, pour être très rapide, c'est que j'ai vu dans beaucoup de mes déplacements des citoyens français de confession musulmane paumés, largués, dont la seule identité était leur religion. Eh bien, elle est là, la faillite de la République française. C'est que pour chaque citoyen français, son identité, ce qu'il est, ça doit d'abord être son appartenance à la nation avant sa religion. Et donc, s'il y a un combat culturel positif à mener, c'est le combat sur notre mémoire, sur notre histoire, sur ce qu'est la nation française, sur sa capacité à faire sa place à chacun, à faire sa place à toutes les religions, et aussi à ceux qui ne croient pas, dans un ensemble qui s'appelle la nation française. Et ça, effectivement, c'est positif, et c'est indispensable pour compléter des mesures répressives. Merci Jean-François Colosimo. On en revient à la campagne de la primaire. Ils sont 11 candidats déclarés en attendant l'entrée officielle de Nicolas Sarkozy dans la campagne. Combien seront-ils en novembre sur la ligne de départ? Les conditions posées pour les parrainages feront naturellement un premier tri. En attendant, les cadors de droite sillonnent la France avant d'atteindre le favori. Alain Juppé, Bruno Le Maire a sur sa route, on va dire, de gros calibre, François Fillon et Nicolas Sarkozy. Reportage Gladys Lafitte et Stéphane Lopez. L'un occupe la scène et l'autre occupe le terrain. Deux campagnes bien différentes, l'une qui ne dit pas son nom, celle de Nicolas Sarkozy, l'animal politique, toujours sous les projecteurs, et l'autre plus discrète, celle de François Fillon, le paysan sartois qui laboure la France depuis 3 ans. Un ex-duo, hostile aujourd'hui opposé, et au milieu, une douzaine de candidats à la primaire qui doivent trouver leur place. À chaque déplacement, il est accueilli comme le sauveur. Surtout à Nice, territoire acquis à la cause de Nicolas Sarkozy, sauver la France. Comme un air de campagne électorale, pour la primaire par exemple. Même si l'ex-président n'est pas officiellement candidat, qu'importe, pour ses fidèles, c'est lui et personne d'autre. C'est mon champion. Vous pensez qu'il est en campagne déjà, là? C'est bien possible, hein. Je voudrais bien en tout cas. Ce serait mon vœu le plus cher. Il a le volontarisme que d'autres n'ont pas. Il écoute, je pense, un peu plus que d'autres. Pour moi, c'est Nicolas Sarkozy c'est lui qui doit nous mener. Sa mission officielle, rassembler le parti et préparer l'alternance avec les candidats, sans jamais parler d'eux. La primaire, c'est la garantie de l'unité demain. Et donc, Nicolas Sarkozy prépare le succès de cette primaire, rassurez-vous. Il parle à Bruno Le Maire, même s'il ne vous parle pas de Bruno Le Maire aujourd'hui. Le pas encore candidat attend le bon moment, le top départ pour le sprint final. Si je devais, comme tout le monde, chaque matin un nouveau candidat, moi-même ajouter maintenant mon nom à la longue liste, qu'en deviendrait-il de l'unité de la famille politique? Les primaires, c'est le 9 septembre. Croyez-moi, je n'ai pas l'habitude d'être en retard. Et au jeu du lièvre et de la tortue, François Fillon s'en sort plutôt bien. Doucement, mais sûrement, il gagne du terrain. Il est devenu le 3e homme de la primaire dans les sondages, crédité de 15% des intentions de vote, derrière Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, et devant Bruno Le Maire. Son atout, avoir un programme. Moi, je ne me compare pas par rapport aux autres candidats. Ce que je crois, c'est que je suis aujourd'hui le seul candidat à droite qui fait un constat
vraiment réaliste de la situation de notre pays. J'avais dit qu'on était en faillite, ben je persiste et je signe. Et comme les autres ne font pas ce constat, il est plus difficile pour eux de proposer des solutions vraiment radicales et donc efficaces. Fiscalité, travail, géopolitique et formation. Inlassablement, il explique et s'explique sur son action passée et celle à venir. Bon, ce soir, je veux vous parler de la vérité, je veux vous parler de la liberté et je veux vous parler de l'autorité. La vérité, c'est que notre pays est en grand danger. Pour ses militants, l'ex-premier ministre est crédible grâce à sa longue expérience de l'État, contrairement à ses plus jeunes concurrents. Bruno Le Maire, d'abord c'est le bon élève, mais c'est probablement aussi le futur. Et aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. Il manque encore un peu d'épaisseur. Et moi, je verrais bien un tandem, un président Fillon et un Premier ministre Le Maire. Verdict dans 200 jours. Ça vous tente comme tandem? J'ai envie de répondre aux militants que le futur, c'est demain. Le futur, c'est le 27 novembre. Il n'y a pas de tandem quand on se présente à une primaire. Même avec François Fillon? Il y a de tandem avec personne. Je suis là pour gagner la primaire et pour être le prochain président de la République. Si vous perdez la primaire, vous n'irez pas à Matignon, quelles que soient les circonstances? Quelles que soient les circonstances, quel que soit celui qui gagne, le seul engagement que je prends, c'est que ça fait partie des règles de la primaire. On soutient celui qui gagne. Donc j'espère que tout le monde me soutiendra, puisque j'espère bien gagner. Et moi, je prends cet engagement, évidemment, de soutenir celui qui sortira vainqueur de la primaire. Mais pour le reste, pas de tandem. Si vous perdez la primaire, vous arrêtez la politique? On verra ce que je fais. Vous savez, mon sort personnel n'a pas grand intérêt. Mais je n'envisage pas cette hypothèse. Je sens bien ce qui se passe dans le pays. Les gens veulent justement que le futur soit demain. Ils veulent enfin qu'on tourne la page de ces 30 années de vie politique française, faite de reniement, de déception et de manque de courage. Ils veulent, on peut débattre, mais on a débattu avec Natacha, avec Gilles. Les Français, ils veulent. C'est ce que je vois sur le terrain. D'accord, les Français, dans les enquêtes, on en parlera tout à l'heure avec Jérôme Sainte-Marie, les Français, ils veulent aussi des résultats. Ils veulent vivre mieux, ils veulent moins de chômage. Bien sûr. Donc, ils veulent un projet. Et il y en a un, François Fillon, il l'a dit à l'instant, qui dit « Moi, je dis la vérité. Moi, je suis le seul à avoir un programme. » Il est où votre programme? Et avec Natacha, on n'a pas débattu de ma vision de l'État, de la fonction publique, de l'organisation territoriale. Avec Gilles, on n'a pas débattu de ce que c'était que l'emploi dans notre pays et comment est-ce qu'on pouvait donner un travail à tous. Ce qui est mon objectif, que chacun puisse trouver un travail, y compris en assumant des propositions que, je le rappelle, certains en 2011 avaient refusées parce qu'ils trouvaient que ça allait trop loin. Parce qu'ils trouvaient que c'était trop audacieux. On n'a pas débattu de ma vision internationale. Comment est-ce que je vois ma vision internationale? On n'a pas débattu de ce qu'était à mes yeux un chef de l'État. Comment vous redressez l'activité du pays? Votre programme économique? Eh bien, en retrouvant, ça va être dur de vous l'expliquer en quelques secondes, mais je veux bien essayer. Est-ce qu'il est terminé? Est-ce que vous allez le présenter, je crois, cette semaine? La semaine prochaine. Voilà pourquoi je vous pose la question. Avec un mot-clé, l'esprit de conquête. Que la France retrouve cet esprit de conquête qui est le sien. Quand vous allez partout en France, vous voyez dans tous les secteurs d'activité, les énergies renouvelables, la construction, le bâtiment, la santé, les biotechnologies, il y a une créativité française exceptionnelle. Et dans le monde qui vient, notre créativité, c'est notre atout numéro 1. À nous de simplifier le travail, de simplifier le marché du travail, d'alléger la fiscalité. Alléger la fiscalité, un choc fiscal, comme le dit Nicolas Sarkozy? Parlons pas de choc, de brutalité. Bon. Parlons plutôt de choix. Je fais un choix en matière de fiscalité, qui est d'alléger la fiscalité sur les entrepreneurs qui créeront demain du travail, plutôt que d'alléger tout de suite la fiscalité sur les ménages. Ça me ferait très plaisir, parce que je sais bien que les ménages français sont accablés d'impôts. Mais moi, ce que je veux, c'est que chacun trouve un travail, et c'est les entreprises qui le donneront. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en situation de vous présenter? Est-ce que vous avez les 250 élus, dont 20 parlementaires issus de 30 départements et 2500 adhérents nécessaires à votre candidature, Bruno Le Maire? Oui. Oui, j'ai les 250 signatures d'élus locaux. Oui, j'ai les plus de 20 signatures de parlementaires. Et oui, j'ai les 2500 signatures de militants pour me présenter à la primaire. Donc je peux être officiellement candidat à la primaire. Je vais juste vous dire une chose. Je ne vais pas déposer tout de suite ces parrainages pour une raison qui est simple. C'est que je voudrais que tous ceux qui nous écoutent, qui y croient, qui se disent « Tiens, on va avoir un chef de l'État d'une nouvelle génération, qui va porter la France plus loin, plus fort », mais je voudrais qu'ils parrainent à leur tour. Et si au lieu de 2500 militants, on pouvait en avoir encore quelques milliers, voilà, je veux juste dire, la porte est grande ouverte, continuez à parrainer, vous êtes les bienvenus. S'il y a des
des militants, mais s'il y a aussi des parlementaires, des élus locaux qui nous regardent, la porte est toujours ouverte. Mais oui, aujourd'hui, je peux être officiellement candidat. Certains candidats dénoncent des conditions trop restrictives pour se présenter à cette primaire. C'est le cas notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet. Une question toute simple. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une femme dans cette bataille pour la primaire du parti Les Républicains? Est-ce qu'il faut qu'elle ait ses parrainages? Ce n'est pas une question d'une personne ou d'une autre. Je pense que ce serait un échec pour notre famille politique. Si il n'y avait pas, non pas une femme, mais au moins deux, et je l'espère plusieurs, qui puissent se présenter à la primaire. Donc vous l'aiderez à avoir ses parrainages si elle ne les a pas? C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, Ah bon? peux pas, non, mais je ne peux pas aider. C'est-à-dire que je crois dans le projet que je porte. Je ne suis pas là pour faire de la politique aérie, à donner un parrainage ici, donner un parrainage là. Ça, c'est de la politique politicienne. Je ne pense pas que ce soit à la hauteur des enjeux. Mais je souhaite vraiment qu'il puisse y avoir une ou plusieurs femmes qui se présentent à la primaire. Jérôme Sainte-Marie de l'Institut Pollingvox fait un état des lieux maintenant de vos points forts et de vos points faibles. On commence avec quoi, Jérôme Sainte-Marie? Les points faibles ou les points forts? On va commencer par l'apparence du moment, donc plutôt en fait les points faibles avant de voir les points forts et puis voir également certaines questions qui se posent dans votre campagne. D'une certaine manière, on va continuer à parler de radicalisation d'ailleurs, mais ce sera cette fois-ci une radicalisation libérale sans doute. Mais parlons d'abord de la situation dans l'opinion telle qu'elle est mesurée dans les sondages dont nous connaissons tous la fragilité et surtout le caractère temporaire. Alors pour l'instant, effectivement, c'est plutôt les points faibles puisque un sondage récent, IFOP pour valeur actuelle, montrait que vous étiez simplement dans cette compétition très ouverte dont on ne sait pas encore, je le reconnais tout de suite, dont on ne sait pas encore finalement combien de compétiteurs seront effectivement présents à partir du 9 septembre. Donc avec toutes ces précautions prises, cependant, ce sondage IFOP indiquait que vous étiez simplement à 12% des intentions de vote dans la primaire, c'est-à-dire très loin non seulement d'Alain Juppé à 37%, mais également de Nicolas Sarkozy à 26% et désormais dépassé. Mais je concède que compte tenu des marges d'erreur, de tout cela, c'est quelque chose de très fragile, et aujourd'hui dépassé par François Fillon à 15%. En quelque sorte, et ça c'est plus embêtant, c'est qu'on avait l'impression, vague après vague, institut après institut, qu'il y avait une dynamique qui était initiée par vous. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être transitoire, je vous le souhaite, mais cette dynamique semble marquer le pas. Il y a un autre élément qui, lui, me paraît plus solide et également embêtant pour vous. C'est les intentions de vote, là aussi très virtuelles, à l'élection présidentielle. C'est virtuel tout simplement parce qu'on propose plusieurs candidats possibles selon les hypothèses pour la droite à cette élection présidentielle. Et vous faites actuellement d'assez mauvais scores. Vous faites 18% je crois pour BVA, 21% pour la Sofres, c'est-à-dire beaucoup moins que les trois autres candidats principaux pour l'instant de cette primaire et très loin bien sûr d'Alain Juppé. Or ça c'est très embêtant parce que le principal argument, je crois, enfin un des principaux arguments pour les candidats à la primaire, ce sera de garantir à ces électeurs de la primaire que leur champion sera qualifié pour le second tour. Bon, vous n'êtes pas totalement déprimé après avoir entendu ça, Bruno Le Maire? Pas du tout. Je ne voudrais pas créer un chômeur de plus sur ce plateau, mais je pense que ces commentaires sont inutiles et qui seront démentis par la réalité. C'est tout ce que je crois. Et j'ai vu dans toutes les élections récentes, que ce soit en Autriche, que ce soit au Canada, dans beaucoup d'autres pays européens, M. Cameron qui devait être largement battu, qui finalement triomphe. Voilà, moi je pense qu'il y a une grande inutilité dans ces commentaires. Tous les débats jusque-là... Il y a une inutilité dans les sondages? Oui, enfin les sondages... Vous les regardez jamais? Bien sûr que je les regarde, bien sûr que je fais, comme n'importe quel responsable politique, je suis ce qui se passe dans l'opinion publique, je lis les journaux, mais ce n'est pas ça qui me guide. Je vais vous dire, avoir un long débat sur les sondages, ça ne sert à rien. Autant on peut débattre plus longuement sur la question de l'islam avec... notre ami chercheur, autant... Ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas bons, les sondages, Bruno Le Maire. S'ils étaient bons, et certains d'autres sont très très bons, après je ne vais pas citer d'autres sondages, je vous dirais exactement la même chose. Passons à autre chose. On commente le commentaire, et puis dans 15 jours, il y aura un meilleur sondage, on dira, tiens, finalement, il y a une dynamique qui a été recréée. Il y a une dynamique Le Maire, donc vous nous dites qu'il y a une dynamique Le Maire. Moi je vous dis que la réalité politique, c'est qu'il y a une dynamique pour le renouveau. Qu'il y a du monde dans les salles dans lesquelles je vais, qu'en Bretagne, en Alsace où j'étais il y a encore quelques jours, il y a des centaines de personnes, que ça se presse et que, comme toujours, les Français infligeront un démenti cinglant.
à Jérôme Sainte-Marie et au sondage. Mais Jérôme Sainte-Marie, maintenant, va vous donner plutôt vos points forts. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de l'entendre, malgré tout. Honnêtement, même mes points forts, je le dis, moi, j'apprécie beaucoup Jérôme Sainte-Marie, mais ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, je pense que c'est pas intéressant d'avoir un débat sur les sondages, les enquêtes d'opinion, parce que la réalité politique se construit autrement. C'est ce que je crois. Mais je ne veux pas vous priver de votre commentaire sur les points forts. Et sur la ligne politique en particulier. Juste vous dire que je ne regarde ni les points faibles, ni les points forts, je regarde les Français. Non, mais vous me motivez profondément pour essayer de vous intéresser à certains chiffres et également pour vous en partager, disons, je crois, la signification politique. Alors les points forts, très rapidement, c'est effectivement que vous êtes encore en dynamique, en ce sens qu'on s'aperçoit, quand on regarde les études sur d'image, simplement, que vous avez encore une notoriété perfectible. Et que donc ça vous donne un potentiel, bien sûr, pour repartir dans cette compétition mesurée par les sondages, dont vous connaissez sciemment l'importance dans le choix des électeurs de n'importe quelle primaire. Que vous le vouliez ou non, il est évident, et on l'a vu pour les primaires à gauche par exemple, que les électeurs, très logiquement, regardent quel est le champion le mieux placé pour leurs idées lors de la compétition réelle face à la gauche. Là, vous avez effectivement des éléments tout à fait positifs. Très rapidement, pour ne pas vous complaire, eh bien simplement le fait que vous avez encore pas mal de gens qui ne vous connaissent pas suffisamment, et on peut penser qu'ils changeront leur opinion en bien de ce point de vue-là, mais la construiront en bien. Il essaie de se rattraper. Ce n'est pas comme ça qu'on se fait d'élection. Alors pour arrêter, pour empêcher justement cette interprétation tout à fait fragile, moi j'ai un petit problème beaucoup plus important au niveau politique. En vous écoutant, et en écoutant précisément vos propositions, c'est que j'ai constaté, d'autres l'ont écrit d'ailleurs aussi, qu'il y avait une forme d'alignement des candidats à la primaire sur des positions de plus en plus libérales. On a connu à une époque une droite très diversifiée, avec une droite populaire, un peu néo-gaulliste, sociale, une droite plus libérale. Or aujourd'hui, il y a un dossier très intéressant du Figaro là-dessus, qui examinait le programme de tous les candidats dans le vôtre, et on s'aperçoit d'un formidable alignement sur des positions de plus en plus libérales. Et on vous compare souvent avec Emmanuel Macron. Mais il y a une différence majeure, c'est qu'Emmanuel Macron, peut-être pour le malheur de la gauche d'ailleurs, apparaît comme très transgressif par rapport aux valeurs et aux positions habituelles de votre camp. Vous, au contraire, vous semblez d'un alignement progressif sur les valeurs traditionnelles de la droite libérale. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je parlais de cette forme de radicalisation libérale. Dernière chose, qui vous éloigne de plus en plus, pour reprendre une de vos expressions du début de l'émission, du point d'équilibre du pays, du point d'équilibre de l'opinion que vous allez, je vous souhaite, trop libéral, Bruno Le Maire. Là, Jérôme Sainte-Marie, vous voyez, plutôt que de débattre de mes supposés points forts et qualités, ce dont, très honnêtement, je n'ai pas grand-chose à faire, parce que je pense que ce qui compte, c'est la manière dont on rencontre les Français. Ça, c'est un vrai débat. Je refuse la course au plus libéral que moi, tu meurs. Et je rappelle 2 points majeurs de mon projet. Je veux renforcer l'État. Je veux que nous réinvestissions dans l'État. Je veux redonner à la justice les moyens de garantir la délinquance zéro dans notre pays. Je veux donner plus de moyens aux magistrats, plus de moyens aux tribunaux de grande instance. Je veux qu'on puisse construire des places de prison. Je veux qu'on règle le problème fondamental de la radicalisation dans les prisons. Je veux réinvestir en deuxième lieu dans les armées. Nos armées font un travail exceptionnel. Je veux qu'on porte le budget de la défense à 2% de notre richesse nationale sur 10 ans. C'est un investissement majeur. Mais nos armées ont besoin de matériel, ont besoin d'hommes. Ils sont tous d'accord là-dessus, Bruno Le Maire. Non. Vous dites renforcement du rôle de l'État, mais vous dites armée et ministère de l'Intérieur. Je crois à l'État et je le dis haut et fort. Deuxième chose, je ne veux pas infliger de purge aux Français. Et là, vous touchez un point absolument fondamental. La réduction des déficits, la réduction de la dépense publique est évidemment un objectif que je tiendrai avec constance. Mais l'objectif, c'est que ça aille mieux pour les Français. Et donc, je ne ferai pas la course à, moi, ça va être 110, 120, 130, 150 milliards d'euros d'économie. Parce que d'abord, je pense que ça n'est pas crédible, les gens n'y croient pas. Et parce que, surtout, ce qui compte, c'est que la croissance reparte et que l'État a les moyens de bien fonctionner. Ce sera combien ? Je le dirai au mois de septembre, mais je ne ferai pas la course à toujours plus d'économie, toujours plus de brutalité, toujours plus de purge, parce que je rejoins, alors pour le coup, parfaitement Jérôme Sainte-Marie, il y a un point d'équilibre à trouver. Et dans ce point d'équilibre que le gaulliste que je suis veut défendre, l'État occupe une place essentielle. C'est dit. Bon,
Ça va, vous avez trouvé un terrain d'entente, un sujet qui vous intéressait tous les deux. Dès qu'on ne parle pas trop de sondages... De mauvais sondages, voilà, on avait compris, de mauvais sondages. Non, mais même de qualité, allez, on vous y va. même de bons sondages. On passe aux photos d'actualité de la semaine, si vous le voulez bien. Le nucléaire. Nicolas Sarkozy veut maintenir à 75% la part du nucléaire dans la production d'électricité. Est-ce qu'il a raison? L'objectif, c'est qu'on garantisse l'indépendance énergétique du pays. Est-ce que le nucléaire est la seule solution? Non. Non, parce qu'il coûte de plus en plus cher. Non, parce qu'il y a des coûts de sûreté de plus en plus élevés. Non, parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires. Donc qu'on garde un parc nucléaire innovant, moderne, oui. Qu'on en fasse l'alpha et l'oméga de la politique énergétique de notre pays, non. Et j'aimerais qu'on investisse encore plus sur les énergies renouvelables. J'aimerais qu'on se fixe comme objectif pour la nation française, et cet esprit de conquête dont je vous parlais, que nous soyons le premier pays à maîtriser la technologie du stockage des énergies renouvelables, puisque toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à stocker ces énergies. Il y a une forme de continuité vis-à-vis de la politique menée par François Hollande en matière d'énergie nucléaire. Sauf que lui a fixé à 50% en 2025 la part d'électricité produite par le nucléaire, et que tout le monde sait que cet objectif n'est pas atteignable, et que les mensonges, les illusions, c'est vrai pour les déficits publics, c'est vrai pour la dépense, c'est vrai aussi pour l'énergie nucléaire. Arrêtons de vendre des salades aux Français, ils n'y croient plus. Nicolas Sarkozy va ouvrir le capital d'EDF. Ça fait partie des propositions qu'il fait. Ce serait une bonne option. Vous êtes pour, vous êtes contre? Il y a des options, en tout cas sur EDF, à prendre, parce qu'aujourd'hui, la gestion par l'État d'EDF, comme de toutes les entreprises publiques, honnêtement, c'est pas brillant. Une autre image, vous le connaissez bien, Christian Estrosi. Il est candidat suppléant aux législatives partielles en PACA, alors qu'il avait démissionné de son mandat de député lorsqu'il est devenu président de région. C'est le renouveau, ça? Non, après chacun est libre de son choix. Moi, vous connaissez mes positions. Je cumule aucun mandat. Je suis député et simplement député. Et je proposerai en juin 2017, au deuxième tour des élections législatives, un référendum aux Français pour graver dans le marbre le non-cumul des mandats, la limitation à 3 du nombre de mandats successifs des députés et des sénateurs, la réduction du nombre de députés, la réduction du nombre de sénateurs et l'obligation de démission de la fonction publique pour les hauts fonctionnaires qui font de la politique. Cette manière de procéder, c'est choquant à votre avis dans le climat? C'est pas la mienne. C'est pas la vôtre. Allez, on passe maintenant à vos questions. Qu'est-ce que ça met? Vos relations avec Sarkozy, Juppé et Fillon sont-elles toujours cordiales? Toujours. Avec les trois? Avec les trois. Mais il n'y en a qu'un seul qui m'a appelé pour mon anniversaire, c'est Nicolas Sarkozy. Et c'est une attention qui vous a touché? Toutes les attentions me touchent. Oui, on a entendu dans le reportage tout à l'heure que vous parliez avec Nicolas Sarkozy. Je parle aussi avec Alain Juppé et aussi avec François Fillon. Mais c'est le seul qui m'a appelé pour mon anniversaire. L'an prochain, il faudra qu'il fasse un geste, visiblement. Les autres. Vous avez déclaré il y a quelques mois que votre adversaire principal... Ah ben non, on m'a changé de question, alors je vous en donne une autre. Que redoutez-vous le plus, Juppé ou Sarkozy? François Hollande. Non, mais la vraie réponse. La vraie réponse, parce qu'avant François Hollande, il y a Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy ou François Fillon? Ça, on verra ce que décident les électeurs de la primaire, l'adversaire que je redoute, vraiment. Parce que je pense qu'on l'enterre comme toujours un peu rapidement. Vous savez, la droite pense toujours qu'elle va retourner mécaniquement au pouvoir, que c'est écrit de toute éternité. Ben, faisons attention à François Hollande. Il paraît que vous préparez un second tour face à Alain Juppé. Je ne prépare pas de second tour, je prépare le premier. C'est bien de faire les choses dans l'ordre. Vous avez déclaré il y a quelques mois que votre adversaire principal était François Hollande. Le pensez-vous toujours? Je viens de vous le dire. Vous venez de le dire aujourd'hui. Comme quoi, j'ai de la cohérence et de la constance. Vous avez de la constance. Quand vous entendez François Hollande dire au pays la France va mieux, alors il s'appuie sur des indicateurs économiques comme par exemple les chiffres du chômage ou la signature d'un gros contrat d'armement. Il a raison de redonner de l'espérance aux Français? C'est pas du tout ce que je vis du pays aujourd'hui. C'est pas ce que je vois. C'est pas ce que me disent les Français que je rencontre. Je pense que c'est très, très dur pour des millions de Français. Qu'il y a une inquiétude profonde, que cette incapacité à retrouver rapidement un emploi mine les gens, mine les familles, que pour beaucoup de personnes qui s'occupent de leurs parents en situation de dépendance, sujet dont on n'a pas parlé, qui est un sujet majeur, on n'a toujours pas les solutions. Voilà, nous sommes dans un pays qui souffre. Et je ne crois pas que ça aille mieux pour les Français. Quelle place occupent les problèmes environnementaux dans votre programme? Une place majeure et je dirais transversale, pour faire un peu techno quand même 5 minutes. Oui, parce que sinon c'est-à-dire que c'est chaque sujet qui doit comporter cette réflexion sur l'environnement. Chaque sujet. L'écolo, c'est Bruno, ça marche aussi? Non, non, je ne me qualifierais pas comme écolo. Vous êtes quoi alors? Je suis quelqu'un qui
croient à la capacité de produire en respectant l'environnement. Je pense à Pourquoi nos amis refuser ce agriculteurs. terme d'écologiste? Parce que ça me va comme un bonnet de tulle à une limace. Voilà. L'expression vous fait rire. Très bien. Quelles mesures mettriez-vous en place en priorité pour lutter contre le chômage? Je vais garder mon sérieux. Il n'y a aucune mesure miracle. Il n'y a pas de mesure miracle contre le chômage. Il y a la conjonction d'un esprit de conquête économique qui donne à tous nos entrepreneurs, aux start-up, à ceux qui innovent, à ceux qui créent, les moyens d'avancer. Et il y a un marché du travail totalement différent de celui qui existe aujourd'hui, avec, je dirais, une règle, la personnalisation. Tenir compte de chaque personne, celui qui cherche un emploi, mais aussi le salarié qui est peu qualifié, parce que je pense que l'un des défis majeurs qu'on doit relever en France, c'est le défi de la qualification. Avec les ruptures technologiques qu'il y a, avec la révolution numérique, il faut que les qualifications évoluent très régulièrement. On doit garantir à chaque salarié qu'il peut monter en qualification tout au long de sa vie. Que comptez-vous faire pour résoudre le problème des paradis fiscaux? On l'a évoqué tout à l'heure. Voter la loi Sapin, si jamais la loi Sapin, qui est en cours de préparation, prend des mesures efficaces et fortes contre les paradis fiscaux. On n'en a pas parlé pendant l'émission, ça sera l'actualité cette semaine naturellement, la loi El Khomri, la loi travail. Est-ce que vous imaginez une seconde que le gouvernement puisse retirer ce texte face à la pression, notamment la pression de la rue? De toute façon, ce texte n'a plus de sens. Il a perdu son sens. Une loi, ça doit avoir un sens. Les gens doivent pouvoir se dire, tiens, ça va servir à ça pour la nation française. Aujourd'hui, on ne voit plus à quoi ça sert. Quand la ministre explique notamment que l'inversion de la hiérarchie des normes, de donner la possibilité aux entreprises de choisir elles-mêmes l'organisation de leur temps de travail, c'est pas rien ça, franchement, c'est pas rien. Oui, mais quand vous regardez dans le détail, c'est pas du tout ce qui est dans le texte de loi. La réalité, c'est que cette loi ne permettra pas de revenir sur les 35 heures, ne laissera pas la liberté aux entreprises de décider de leur temps de travail et ne leur laissera pas la liberté de décider du seuil de déclenchement des heures sup. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? Il est sympathique. Il vous a appelé pour votre anniversaire? Non, il ne m'a pas appelé pour mon anniversaire. Il est sympathique, juste ça? Il est sympathique. Après, quel projet il porte, quelle décision il va prendre. Il y a un moment donné où le grand écart n'est plus possible. Le grand écart, laissons-le aux gymnastes, pas à la politique. Le grand écart entre appartenir à un gouvernement, entre responsable de la politique économique du pays, avoir soutenu François Hollande, avoir été son secrétaire général à l'Élysée, avoir augmenté les impôts, et de l'autre, dire « je suis libéral, je suis novateur, et puis je vais y aller », c'est plus possible. Je pense qu'il maintenant, il est à l'heure des choix. Il doit choisir. Il reste ou il part. Avez-vous rencontré les participants de Nuit debout? Si ce n'est pas le cas, envisagez-vous de le faire? Alors, je ne les ai pas rencontrés. J'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui avaient été participées aux manifestations de la place de la République. Il y a une inquiétude profonde. Je ne pense pas que la solution soit de débattre place de la République toute la nuit. Moi, ce que j'ai dit aux 2 ou 3 personnes que j'ai rencontrées, c'est engagez-vous. Engagez-vous en politique, allez dans un parti de gauche, de droite, ce que vous voulez. Mais ils ne veulent surtout pas s'engager en politique. Ils refusent l'organisation partisane. Je pense que dans ce cas-là, leur mouvement ne mènera absolument nulle part. Parce que ce qui permet de déboucher sur quelque chose et sur un espoir, c'est l'engagement. Ça peut être l'engagement syndical, ça peut être l'engagement politique, c'est l'engagement. Ou l'engagement associatif, qui est précieux dans notre pays. Vous n'iriez pas jusqu'à dire, comme Nicolas Sarkozy, que ce sont des jeunes sans cerveau? Non. Tous les jeunes ont un cerveau. C'était désobligeant de les traiter comme ça? Tous les jeunes Français ont un cerveau. Même ceux qui passent la nuit debout? Qui passent la nuit debout, qui passent le jour couché, tous les jeunes Français ont un cerveau, tant mieux. Êtes-vous favorable à la suppression des 35 heures ou pensez-vous qu'une réforme n'est plus nécessaire? Je pense, pour être très précis, qu'il faut laisser à chaque entreprise la liberté de négocier avec ses salariés son temps de travail. Il y a des entreprises, elles auront besoin de travailler 32 heures parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'il y a peu de commandes. Ben, elles travaillent 32 heures. D'autres, il va falloir qu'elles travaillent 40 heures. J'étais dans l'usine Salomon en Haute-Savoie il n'y a pas très longtemps. Il y a un pic d'activité, il faut produire plus de ski. Ben, elles travaillent 40 heures. Payer 40 Payer 40. Payer 40. Et peut-être même payer plus si jamais on décide que le seuil de déclenchement des heures sup sera à 35, à 36 ou à 37 heures. Aux entreprises de décider. Quelle est votre position sur le TAFTA? Je pense qu'il vaut mieux, le traité aujourd'hui, arrêter cette négociation. Je connais bien Cécilia Malmström, qui est une fille remarquable, qui est responsable de cette négociation. Une négociation conduite dans l'opacité la plus totale est une négociation qui ne mènera nulle part. Je suis parlementaire, je suis représentant du peuple français.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce texte d'accord entre l'Europe et les États-Unis qui va concerner notamment tous les agriculteurs français. C'est pas possible. On ne peut pas continuer dans l'opacité comme c'est le cas. Pourquoi il y a une telle actuellement. opacité, à votre avis? Parce que c'est les règles de négociation d'un autre siècle. On est rentré dans un siècle nouveau où les gens sont informés, veulent participer, veulent donner leur avis, veulent savoir, et tant mieux. C'est ce qui fait de notre siècle un siècle exceptionnel où chacun va être plus indépendant, plus autonome. Mais enfin, n'écartons pas les citoyens d'une négociation aussi importante. Une dernière question rapide. Réponse, quelle est votre vision de la place de la France dans l'Union européenne? Ça va être compliqué de répondre rapidement, mais il va falloir le faire. La première. La première place? La première place. Merci Bruno Le Maire. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. La semaine prochaine, à cette même place, ce sera Najat Vallaud-Belkacem. Belle soirée sur France 5.